Et si je te disais que plus tu cours après les gens, moins ils t'apprécient? Oui, ça paraît injuste, mais c'est aussi assez réel. On t'a vendu l'idée que tu dois insister, prouver, courir après, alors qu'en réalité, ça te place uniquement dans une position de faiblesse. C'est là qu'entre la philosophie stoïcienne. Tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit quand tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Aujourd'hui, tu ne vas pas apprendre à plaire davantage. Tu vas apprendre quelque chose de bien plus puissant, devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de courir après les autres, parce que ce sont eux qui le cherchent. Et attention, ces 10 habitudes ne sont pas confortables, mais elles fonctionnent. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes attirent sans effort, tandis que d'autres s'épuisent à essayer. Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. On commence. Chapitre 1. Arrête d'écrire en premier tout le temps. Il y a quelque chose que presque personne ne veut admettre, mais que toi tu sais parfaitement que tu as fait. Tu as ouvert le chat, tu as tapé le nom, tu as effacé le message, tu l'as réécrit, et finalement tu l'as envoyé. Tu as attendu, et attendu encore un peu, et quand la réponse est enfin arrivée, tu as mis 3 secondes à répondre parce que tu ne voulais pas paraître désespéré, même si tu l'étais. Ça a un nom, et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété déguisée en intérêt. Commence par là. Commence par être honnête avec toi-même sur quelque chose de très simple. Quand est la dernière fois que quelqu'un t'a écrit en premier, sans que tu l'aies provoqué d'une façon ou d'une autre? Réfléchis-y, parce que si tu dois chercher dans ta mémoire, pendant plus de 10 secondes, t'as déjà une partie de la réponse. L'habitude d'écrire toujours en premier est l'un de ces vices qui s'installent lentement, dont on ne se rend pas compte avant d'avoir passé des mois à le faire. Ça commence de façon innocente. Un « comment tu vas », un « même par-ci », un « et je pensais à toi », qui semble spontané mais que tu prépares en réalité depuis 2 heures. Et peu à peu, sans que personne te l'ait demandé, tu deviens le responsable du maintien d'une connexion qui n'existe peut-être que dans ta tête. Et le pire n'est pas ça. Le pire, c'est que quand tu arrêtes d'écrire, le silence te donne plus d'informations que 1000 conversations. Parce qu'il y a quelque chose que les philosophes stoïciens savaient déjà il y a plus de 2000 ans. La clarté vient de l'observation, pas de l'action impulsive. Marc Aurèle, un homme qui gouvernait un empire, se levait chaque matin et se demandait ce qui était vraiment nécessaire. Pas ce qu'il voulait faire, mais ce qui était nécessaire. Et il y a peu de choses plus inutiles dans ta vie que de courir après quelqu'un qui ne fait aucun effort pour te rejoindre. Alors essaie quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. N'écris pas en premier, pas aujourd'hui, pas demain. Laisse un vrai espace au silence. Au début, tu vas ressentir quelque chose qui ressemble à la démangeaison d'une blessure. Une sorte d'urgence qui va te dire que tu es impoli, que cette personne t'a peut-être oublié, que si tu ne dis rien, maintenant tout va se perdre. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'habitude. Et les habitudes se brisent. Après le premier jour, quelque chose de curieux commence à se passer. L'anxiété ne disparaît pas complètement, mais elle change de forme. Elle cesse d'être une urgence et devient de l'observation. Tu commences à voir plus clairement qui écrit, qui n'écrit pas, qui demande de tes nouvelles quand tu te tais un moment et qui ne remarque même pas que tu as disparu. Ce moment de clarté vaut plus que n'importe quelle conversation que tu as forcée ces derniers mois. Parce que découvrir qui s'intéresse vraiment à toi ne nécessite ni grand geste, ni conversation profonde. Ça nécessite seulement que tu arrêtes d'être toujours celui qui déplace les pièces. Quand tu arrêtes de bouger, tu vois qui veut vraiment jouer et qui était là uniquement parce que c'était pratique de t'avoir disponible. Ne confonds pas présence et valeur. Il y a des gens dans ta vie non pas parce qu'ils te choisissent, mais parce que tu ne t'en vas jamais. Et ça, même si c'est douloureux à accepter, ce n'est pas une relation, c'est une habitude de l'autre à tes frais. Les stoïciens avaient un concept appelé la dichotomie du contrôle. Tu ne peux contrôler que ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'écrit. Tu ne peux pas contrôler s'il pense à toi. Tu ne peux pas contrôler s'il te manque. Mais tu peux contrôler si tu continues à dépenser ton énergie pour quelqu'un qui ne la soigne pas. Et quand tu commences à appliquer ça, quand tu arrêtes vraiment d'écrire en premier et que tu observes ce qui se passe, il arrive quelque chose que personne ne t'annonce. Tu te sens seul au début, oui, mais ensuite tu te sens libre, parce que tu n'es plus l'esclave de la réponse de personne. Le téléphone cesse d'être une source d'anxiété et redevient ce qu'il devrait être.
un outil, pas le baromètre de ton estime de toi. Et depuis cet endroit, depuis ce calme que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps, tu peux commencer à voir avec des yeux neufs, qui est vraiment là et qui ne faisait que passer. Celui qui frappe toujours à la porte de l'autre ne saura jamais si quelqu'un frapperait à la sienne. Bien, tu sais maintenant qui s'intéresse à toi. Vient maintenant la question suivante. Et toi, qu'est-ce que tu fais de cet intérêt? Parce que ça ne sert à rien que quelqu'un te cherche si, quand il le fait, tu continues à te comporter comme si tu devais encore le mériter. Dans le prochain chapitre, on va parler de quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui change complètement la façon dont on te perçoit, le temps que tu mets à répondre et ce que ça dit de toi sans que tu ouvres la bouche. Chapitre 2. Ne réponds pas instantanément. Clarifions quelque chose dès le départ, parce que sinon tu vas mal comprendre tout ce qui suit. Il ne s'agit pas de se rendre intéressant. Il ne s'agit pas de compter jusqu'à 20 avant de répondre pour que l'autre ait l'impression que tu es mystérieux. Il ne s'agit pas de jeu psychologique, ni de faire semblant d'être plus occupé que tu ne l'es. C'est puéril et en plus, ça se voit. Les gens ne sont pas si bêtes. Il s'agit de quelque chose de complètement différent. Il s'agit du fait que quand tu mets du temps à répondre, parce que tu vis vraiment ta vie, ça se transmet. Et la différence entre celui qui joue la comédie et celui qui a vraiment des choses à faire est si grande qu'elle se perçoit à des kilomètres. Pense à ça. Imagine deux personnes qui travaillent dans le même domaine. L'une est toujours disponible. Elle répond en quelques secondes, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. L'autre a des réunions, des engagements, des projets, et quand elle peut, elle répond. Laquelle des deux tu valorises le plus professionnellement? Exactement. Pas besoin de l'expliquer. Peut-être qu'avant tu répondais en quelques secondes, tu entendais la notification et le réflexe était automatique, presque pavlovien. Le téléphone sonnait et tu étais déjà les doigts sur l'écran. Et ça, même si ça semble une marque d'intérêt, ce que ça communique en réalité, c'est que tu n'as rien de mieux à faire, que tu es en attente, que tu espères, et celui qui attend est rarement celui qui décide. Les philosophes stoïciens avaient très clairement quelque chose que le XXIe siècle semble avoir complètement oublié. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Pas l'argent, pas le temps, l'attention. Parce que l'attention dirigée est de l'énergie. Et l'énergie que tu donnes à quelqu'un qui ne l'a pas méritée est de l'énergie que tu voles à tout le reste, à ton travail, à tes amis, à tes projets, à toi-même. Épictète disait que le sage ne perd pas de temps à ce qui ne dépend pas de lui. S'obséder sur le fait que quelqu'un a lu ton message ou s'il va répondre, ou sur le sens d'un lol, c'est exactement le contraire de la sagesse stoïcienne. Juste du bruit mental qui ne mène nulle part. Alors la première chose que tu dois faire, c'est quelque chose de radical. Reprends ta vraie vie. Pas comme prétexte pour ne pas répondre, pas comme stratégie, mais parce que tu as des choses à faire, des endroits où aller, des gens avec qui être, des projets qui comptent pour toi. Et quand c'est réel, quand ta vie a un contenu propre, laisser le téléphone de côté pendant 3 heures ne demande aucun effort. Ça arrive simplement. Et quand quelqu'un remarque ton absence, quand il voit que tu n'es pas disponible en permanence, quelque chose change dans la façon dont il te perçoit. Non pas parce que tu as bien joué tes cartes, mais parce que tu viens de démontrer que tu as une vie qui ne tourne pas autour d'un écran. Il y a une énorme différence entre la personne qui a son téléphone sur la table et le regarde toutes les 5 minutes, et la personne qui le garde dans sa poche et le sort quand elle le veut. Ce n'est pas une différence de comportement, c'est une différence de mentalité. Et cette mentalité se perçoit dans ta façon de parler, de te déplacer, dans l'énergie que tu transmets quand tu es présent. Ton attention, quand tu la donnes, vaut plus si tu ne la donnes pas toujours. Pense-y comme à l'eau dans le désert. S'il y a de l'eau partout, personne ne lui donne de valeur. Si l'eau manque, soudainement elle devient la chose la plus précieuse qui soit. Non pas parce que l'eau a changé, mais parce que l'abondance ne génère pas d'appréciation. La rareté, oui. Tu n'es pas de l'eau du robinet. Arrête de te comporter comme si tu l'étais. Ça ne veut pas dire devenir quelqu'un de froid ou d'inaccessible. Ça veut dire que quand tu es là, tu es vraiment là. Que quand tu réponds avec une vraie présence. Et que quand tu ne peux pas parce que tu es occupé à quelque chose qui compte, le monde ne va pas s'effondrer. Et la personne qui veut vraiment être dans ta vie va comprendre. Et celle qui ne comprend pas vient de te donner une information très précieuse. La philosophie stoïcienne ne nous parle pas seulement de ce que nous faisons de notre temps, elle nous parle aussi de la façon dont nous répondons aux attentes des autres. Et l'un des pièges les plus courants
est de croire que si nous ne répondons pas aux attentes de l'autre, nous le perdons. Mais ça n'est vrai que si le lien qui vous unit est basé exclusivement sur ta disponibilité. Et ce n'est pas un lien qui vaut la peine d'être maintenu. Ta présence doit être quelque chose qui se mérite, pas quelque chose qui va de soi. Celui qui ne se fait jamais attendre n'est jamais attendu. Et en parlant d'avoir une vie propre, de t'occuper d'autre chose que du téléphone, dans le prochain chapitre, on va aller un cran plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas répondre instantanément, il s'agit d'avoir de vrais projets, de vraies routines, une vie si complète que l'intérêt que tu ressens pour quelqu'un devient un bonus, pas un centre. Ce qui vient ensuite change tout. Chapitre 3. Il a une vie qui ne tourne autour de personne. Il y a une erreur que la plupart commettent et que personne ne pointe clairement. Parce qu'honnêtement, ça rend très bien au cinéma, mettre une personne au centre de son existence. Dans les films, ça fonctionne à merveille. Le protagoniste réorganise toute sa vie autour de la personne qu'il aime, annule des plans, se lève plus tôt, se couche plus tard. Il apprend à cuisiner des plats qu'il n'aime pas, parce qu'elle, oui. Et à la fin, tu sais ce qui se passe, il réussit, elle s'en rend compte, tout finit bien. Mais c'est de la fiction. Et dans la vraie vie, ce comportement ne produit pas de l'admiration, il produit de la gêne. Il crée une dynamique dans laquelle tu disparais en tant que personne, et tu deviens un accessoire dans la vie de l'autre. Et ce qui est curieux, c'est que loin d'attirer, ça repousse parce que personne ne veut être avec quelqu'un qui n'a rien à lui. Personne ne trouve attirant quelqu'un qui annule tout pour être disponible. Personne ne tombe amoureux de quelqu'un qui n'a pas de vie au-delà de la relation. La philosophie stoïcienne est très claire là-dessus. Chacun est responsable de son propre bien-être, non pas de façon égoïste, mais de façon honnête. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Aucun d'eux n'est arrivé où il est arrivé en remettant sa paix intérieure entre les mains d'un autre. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont construit quelque chose de propre, de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'inverse. Et c'est exactement ce que toi tu dois faire. Avoir des projets propres ne veut pas dire être un ermite sans sentiment. Ça veut dire que le mardi soir, t'as entraînement et tu ne l'annules pas, parce que quelqu'un t'a écrit à 21h. Ça veut dire que le samedi, tu retrouves tes amis de toujours et tu ne repousses pas ce moment pour au cas où. Ça veut dire que tu as un projet, un hobby, une routine, quelque chose qui est à toi et qui existe indépendamment du fait qu'il y ait quelqu'un d'intéressant dans ta vie ou pas. Parce qu'une vie sans contenu propre est une vie qui dépend du contenu des autres pour avoir du sens. Et c'est dangereux, non seulement pour tes relations, mais pour toi-même. Imagine que ta vie est un bâtiment. Si tu construis ce bâtiment autour d'une autre personne, le jour où cette personne part, le bâtiment s'effondre. Mais si tu poses d'abord les fondations, si tu élèves les murs avec tes propres routines, tes propres objectifs, tes propres relations, alors cette personne peut entrer dans ce bâtiment et occuper une pièce. Une belle pièce si tu veux, mais une seule pièce, pas tout le bâtiment. Cette différence change tout. L'homme qui a une vie propre n'annule pas son rendez-vous à la salle de sport, parce que quelqu'un lui a proposé quelque chose à la dernière minute, non pas parce qu'il est inflexible, mais parce qu'il a une structure dans sa vie qu'il respecte. Et cette structure lui donne quelque chose que celui qui n'en a pas ne peut pas simuler, une sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure fait que quand tu es avec quelqu'un, cette personne sent qu'elle choisit d'être avec toi, pas qu'elle comble un vide dans ton agenda. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, change tout dans la façon dont on te perçoit. Profite de ta routine sans dépendre de personne, non pas comme un mantra de développement personnel, mais comme une décision pratique. Ta routine matinale, tes lectures, tes repas, tes moments de silence, tes exercices, tes conversations avec les personnes qui comptent vraiment pour toi, tout ça existe parce que tu as décidé que ça existe, pas parce que quelqu'un te l'a donné. Quand ta vie est authentique, avec un contenu et un sens propre, elle devient naturellement attirante, non pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que les gens sont attirés par quelqu'un qui se sent déjà complet et qui a quelque chose d'intéressant à raconter. Le vide attire la compassion, la plénitude attire le désir. La philosophie stoïcienne ne conçoit pas le bonheur comme quelque chose qui s'obtient à l'extérieur, elle le conçoit comme quelque chose qui se construit à l'intérieur. Et une fois que c'est construit, ce qui vient de l'extérieur ne te sauve ni ne te détruit. Ça s'ajoute simplement. C'est ça, l'homme que personne ne veut perdre. Pas celui qui promet le plus, pas celui qui donne le plus,
Celui qui a quelque chose de propre qui mérite d'être admiré, on ne peut pas être intéressant pour les autres si on n'a rien d'intéressant qui nous appartient. Et si tu as une vie propre, si tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit pour te sentir valide, alors l'étape suivante est naturelle. Arrêter de paraître ce que tu n'es pas. Parce qu'il y a une énorme différence entre te montrer tel que tu es et construire une version de toi que tu crois que les autres préfèrent. Et cette différence, dans le chapitre suivant, on va la disséquer complètement. Chapitre 4, il n'essaie pas d'impressionner, il montre qui il est. Ce chapitre fait un peu mal, parce qu'on a tous exagéré à un moment donné. On a tous mis l'accent au mauvais endroit dans une histoire, pour paraître sous un meilleur jour. On a tous mentionné quelque chose au bon moment pour créer la bonne impression. On a tous été à un moment la version de nous-mêmes que l'on croyait que l'autre voulait voir. Et ça fonctionne. Au début, ça fonctionne. Tu obtiens l'attention, le sourire, l'intérêt. Le problème, c'est que cette version exagérée de toi a besoin d'entretien. Elle a besoin de continuer à se construire sur elle-même. Et avec le temps, ce poids devient si lourd qu'on finit par ne plus trop savoir qui on est quand on n'est pas en train de jouer un rôle. Il y a dans la philosophie stoïcienne quelque chose de brutalement clair. La vertu n'a pas besoin d'ornement. La personne qui est vraiment elle-même n'a pas besoin de construire une image parce que son image, c'est simplement qui elle est. Et ça, à une époque où tout le monde vante une version éditée de lui-même, c'est rafraîchissant d'une façon qui n'a pas d'explication rationnelle. Ça connecte, simplement. Arrêter d'exagérer ne veut pas dire ennuyer. Ça veut dire faire confiance au fait que ce que tu es, sans filtre, sans couche, sans effets spéciaux, est suffisant. Et si ce n'est pas suffisant pour quelqu'un en particulier, c'est une information utile, pas un échec. Parle naturellement, même avec tes imperfections, surtout avec tes imperfections, parce que les imperfections sont ce qui distingue une vraie personne d'un personnage. Et les gens se connectent avec des personnes réelles, pas avec des personnages parfaits. Pense à ça, quand tu regardes un film et que le protagoniste est parfait en tout, tu ne ressens rien de particulier pour lui. Mais quand le protagoniste commet une erreur, doute, se trompe et continue quand même. Là, tu t'accroches, parce que tu le reconnais, parce que ça ressemble à quelque chose que toi aussi tu as vécu. L'authenticité crée une connexion d'une façon que la perfection ne pourra jamais créer. Et il y a quelque chose de plus qui se passe quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, tu filtres. Tu commences à séparer naturellement et sans effort les personnes qui se connectent vraiment avec toi de celles qui ne se connectaient qu'avec la version éditée. Et cette séparation, même si au début elle peut ressembler à une perte, est en réalité un cadeau. Parce que la personne qui s'accorde avec qui tu es vraiment est celle qui sera encore là quand les circonstances changeront. Pas celle qui était là uniquement parce que le personnage que tu avais construit lui plaisait. La connexion authentique demande un risque. Le risque de te montrer tel que tu es et de découvrir que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ce risque, quand tu le prends, te rend quelque chose qu'aucune technique de séduction ne peut te donner, la certitude que ce que tu as est réel. Le stoïcisme parle de vivre en accord avec la nature. Et ta nature, ce n'est pas la version que tu soignes pour les réseaux sociaux, ni celle que tu prépares avant un rendez-vous. Ta nature, c'est ce que tu es quand personne ne te regarde. C'est ça qui vaut, c'est ça qu'il faut montrer. Non pas parce que c'est le plus confortable, mais parce que c'est la seule chose qui peut soutenir quelque chose de réel dans le temps. Celui qui se montre tel qu'il est n'a jamais peur d'être découvert. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qui va de pair avec tout ça, savoir quand se retirer. Parce que se montrer tel qu'on est, ça signifie aussi reconnaître quand l'autre ne répond pas à ça. Et ce que tu fais dans ce moment-là en dit plus sur toi que n'importe quoi d'autre. Le chapitre qui vient est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Chapitre 5. Il part quand il sent le désintérêt. C'est le chapitre le plus difficile à mettre en pratique, non pas parce qu'il est le plus compliqué à comprendre, mais parce qu'il demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on nous a appris toute notre vie. Abandonner. Même si abandonner n'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est lâcher. Il y a une énorme différence entre abandonner et lâcher. Abandonner implique une défaite, que l'autre a gagné quelque chose que tu as perdu. Lâcher implique de reconnaître la réalité telle qu'elle est et de décider de ne plus investir d'énergie là où il n'y a pas de retour. Et cette décision, même si elle fait mal, est la plus saine que tu puisses prendre. La première chose, c'est d'apprendre à détecter les signaux. Parce que le désintérêt arrive rarement d'un coup avec un communiqué officiel.
Il arrive dans les détails, des réponses courtes là où il y avait autrefois de la conversation. Des temps de réponse qui s'allongent sans explication. Cette sensation que tu t'as déjà, mais que tu ne veux pas encore nommer, parce que la nommer la rend trop réelle. Les réponses froides existent, les incohérences existent. Le « je suis très occupé en ce moment » qui dure des semaines existe. Et toi, qui es intelligent, tu sais déjà ce que ça veut dire. Le problème, c'est que parfois on préfère construire des excuses pour l'autre plutôt qu'accepter l'inconfort de la réalité. Les stoïciens avaient un exercice qu'ils appelaient « premeditatio malorum », contempler à l'avance ce qui pourrait mal tourner pour ne pas être emporté par l'émotion quand ça arrive. Non pas comme du pessimisme, mais comme de la clarté, parce que l'homme qui a déjà envisagé la possibilité du désintérêt ne s'effondre pas quand il apparaît. Il le reconnaît, l'accepte et agit en conséquence. Et agir en conséquence ici ne veut dire qu'une seule chose, arrêter d'insister, sans drame, sans message final rempli de reproches, qui au fond n'est pas un message d'adieu, mais une dernière tentative de provoquer une réaction. Sans le classique « je suppose que ça ne t'intéresse plus », qui est en réalité une question déguisée en affirmation. Tu t'arrêtes simplement et tu t'en vas sans bruit, sans scène, sans demander des explications que tu ne vas probablement pas recevoir, ou qui, si tu les reçois, ne seront pas entièrement honnêtes. Parce que les gens qui perdent l'intérêt te le disent rarement en face. Ils te le montrent avec leur comportement. Et quand quelqu'un te le montre clairement, la chose la plus élégante que tu puisses faire, c'est croire ce qu'il te dit. Tu arrêtes de ramer seul, parce qu'il y a quelque chose de pire que d'être dans un bateau qui coule, c'est ramer seul pendant que l'autre observe depuis la rive. Et dans ce scénario, le courage n'est pas de continuer à ramer, c'est de lâcher la rame, nager jusqu'à la rive et continuer à marcher. Ce que tu gagnes quand tu te retires sans drame est quelque chose qui ne s'achète pas. Du respect, le tien, en premier. Et souvent, même si ça semble paradoxal, aussi celui de l'autre. Parce qu'il y a quelque chose dans la personne qui s'en va sans supplier, qui génère une admiration tardive que celui qui reste à insister ne provoquera jamais. Je ne te dis pas ça pour que tu t'en ailles avec l'espoir qu'il revienne. Je te le dis parce que partir, quand le désintérêt est évident, est la chose la plus cohérente que tu puisses faire avec tes propres valeurs. La philosophie stoïcienne appelle ça arte, l'excellence du caractère, et l'excellence du caractère ne mendie pas l'attention. L'homme qui sait partir quand il sent le désintérêt ne joue à rien, il est simplement fidèle à lui-même. Et c'est au fond la chose la plus attirante qui existe. S'éloigner à temps n'est pas de la lâcheté. C'est l'acte de respect le plus honnête que tu puisses offrir aux deux. Maintenant, partir quand on ne te valorise pas, c'est bien. Mais que se passe-t-il quand le problème n'est pas que quelqu'un soit parti, mais que tu sens que tu dois rivaliser pour qu'il reste? Ça a son propre chapitre. Et ce qu'on va voir ensuite détruit l'une des erreurs les plus courantes que commet l'homme qui veut plaire, entrer dans des jeux de comparaison qui ne font que le perdant. Chapitre 6. Il ne rivalise pas pour l'attention, il y a un moment précis que tu reconnais probablement. Quelqu'un mentionne une autre personne, ou tu vois que quelqu'un a interagi avec ses photos, ou tu entends quelque chose qui te met en alerte, et soudainement, sans que personne te l'ait demandé, tu te compares, tu mesures. Tu essaies de trouver en quoi tu es meilleur, en quoi tu es différent, quels arguments tu pourrais utiliser pour justifier que tu es le bon choix. Et tu as déjà perdu, non pas parce que tu es moins bien que personne, mais parce que le simple fait d'entrer dans cette compétition te place dans une position depuis laquelle tu ne peux pas gagner. Parce que celui qui rivalise admet implicitement qu'il a quelque chose à prouver, et celui qui a quelque chose à prouver reconnaît implicitement que sa valeur ne se suffit pas à elle-même. La jalousie est au fond de la peur. Peur de ne pas être suffisant, peur d'être remplaçable, peur que quelqu'un arrive et occupe l'espace que tu voulais. Et cette peur, quand tu l'externalises, quand tu la transformes en comportement, en question, en allusion, en geste de possession, devient la chose la moins attirante que tu puisses montrer. La philosophie stoïcienne a une façon très claire de voir ça. Épictète disait que s'inquiéter de ce que les autres pensent de toi est une forme d'esclavage. Et rivaliser pour l'attention de quelqu'un, c'est exactement ça. T'asservir à la perception d'une autre personne, te rendre dépendant du fait qu'on te choisisse plutôt que d'autres. Mais voilà la vérité que personne ne te dit, celui qui te veut, te choisit. Sans compétition, sans que tu aies à te justifier, sans que tu aies à prouver que tu es meilleur que quiconque. Il te choisit parce que tu es toi, pas parce que tu as remporté un tournoi invisible.
Et si la situation demande que tu rivalises, tu as déjà ta réponse sur si le jeu en vaut la peine. Ne te compare pas aux autres hommes, ni en plaisantant ni sérieusement. Ne demande pas à qui ils parlent et ne fais pas de commentaires indirects sur les autres. Évite d'entrer dans des jeux de jalousie. Seul gagne celui qui ne joue pas. Garde ta dignité intacte. Ça ne veut pas dire que ça ne te touche pas. Ça veut dire que ce qui te touche est assez précieux pour que tu ne t'abaisses pas à prouver quoi que ce soit. Et quand cette idée entre vraiment, quand tu l'intériorises vraiment, quelque chose change dans ta façon de te déplacer, de parler, d'occuper l'espace. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de rivaliser parce qu'il est évident qu'il a sa propre valeur. Et ça, sans le dire, sans l'annoncer, sans faire aucun mouvement stratégique, c'est ce qui attire. L'homme sûr de lui ne regarde pas par-dessus son épaule pour voir si quelqu'un arrive. Il est trop occupé à être lui-même pour s'inquiéter de la concurrence. Celui qui rivalise pour être choisi a déjà décidé qu'il peut perdre. Celui qui est simplement lui-même n'a rien à perdre. Bien, tu ne rivalises plus, tu ne te justifies plus. Mais voilà quelque chose qui est très lié à tout ça et qui est peut-être l'habitude la plus élégante de toutes, ta façon de communiquer. Parce qu'il y a une énorme différence entre l'homme qui donne 1000 explications pour qu'on le comprenne et l'homme qui dit ce qui est juste et clairement. Et cette différence, dans le prochain chapitre, on va l'examiner de près. Chapitre 7, il ne surexplique pas et ne se justifie pas. Tu as déjà envoyé un long message pour expliquer pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Ou tu as dit « c'est que » au début d'une phrase plus de fois que tu ne voudrais l'admettre? Ou tu as eu l'impression que si tu n'expliquais pas bien tes raisons, l'autre allait te mal comprendre, te juger, s'éloigner? Ça a un nom, la surexplication. Et c'est l'une des façons les plus claires dont l'insécurité se glisse dans ta communication sans que tu t'en rendes compte. Avant, tu donnais probablement 1000 explications pour tout. Non pas parce qu'elles étaient nécessaires, mais parce qu'au fond, tu croyais que si l'autre comprenait parfaitement tes raisons, il ne pourrait pas être en désaccord avec toi. Que l'explication était une armure contre le rejet. Que si tu te justifiais suffisamment, tu étais en sécurité. Mais ce que ces 1000 explications communiquaient réellement, ce n'était pas de la clarté, c'était un besoin d'approbation. Et le besoin d'approbation est l'ennemi direct du respect. C'est là qu'entre la philosophie stoïcienne avec une idée qui semble simple, mais qui change tout. Parle avec intention. Sénèque écrivait que la plupart des hommes parlent plus que nécessaire, parce qu'ils n'ont pas assez confiance en ce qu'ils disent. Et il avait raison. L'excès de mots n'éclaircit pas, il embrouille. Il ne convainc pas, il affaiblit. Dis ce qui est nécessaire, clairement sans détour. Sans le « c'est que je voulais te dire que » qui précède quelque chose que tu pourrais dire directement. Sans le « je ne sais pas si ça a du sens », mais qui désautorise déjà ce que tu vas dire. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu n'as pas pu te retrouver, « j'avais des projets », suffit. Tu n'as pas besoin de détailler quels projets, avec qui pendant combien de temps, ni de justifier pourquoi ces projets étaient plus importants. J'avais des projets, dis tout ce qu'il y a à dire. Et la façon dont tu le dis, sans t'en excuser, est ce qui communique que tu es quelqu'un qui a une vie et qui la respecte. Ne paraît pas insécure, ne paraît pas dans le besoin. Non pas parce que tu dois construire une image de confiance, mais parce que si tu as mis en pratique tout ce dont on a parlé jusqu'ici, cette confiance est déjà là. Tu as juste besoin d'arrêter de la couvrir avec des mots inutiles. Ta communication devient plus forte quand tu dis moins, parce que ce que tu dis occupe plus d'espace, quand ça ne rivalise pas avec 20 phrases de remplissage. Quand tu parles, que ce soit parce que tu as quelque chose à dire. Et quand tu n'as rien à dire, le silence est une option parfaitement valable. Il y a quelque chose de puissant dans la personne qui ne ressent pas le besoin de remplir chaque silence, d'expliquer chaque je. Cette personne projette une solidité qui est paradoxalement bien plus communicative que l'homme qui n'arrête pas de parler. Moins, c'est plus. Non pas comme une esthétique, mais comme un principe. Les stoïciens comprenaient la parole comme quelque chose qui devait être utilisé avec soin, pas comme quelque chose qu'on dilapide. Et quand tu commences à utiliser les mots avec cette même responsabilité, tu remarques comment la dynamique de tes conversations change. Les gens t'écoutent davantage, ce que tu dis pèse plus, et tu te sens davantage maître de ce que tu communiques. L'homme qui surexplique demande la permission sans s'en rendre compte. Communiquer avec moins de mots et plus de poids, c'est bien. Mais rien de tout ça n'a de sens si tu continues à laisser des personnes ou des situations qui te vident d'occuper de la place dans ta vie.
Parce que l'énergie que tu dépenses dans des relations qui t'épuisent est de l'énergie que tu voles à tout le reste. Et ça, comment tu prends soin de ton énergie et à qui tu la donnes? C'est le prochain chapitre. Chapitre 8, il prend soin de son énergie et de son entourage. C'est le chapitre qui ressemble le plus à une conversation que tu devrais avoir avec toi-même et que tu ajournes probablement depuis un moment. Parce qu'il y a des relations dans ta vie qui t'épuisent. Non pas de façon dramatique, pas avec des conflits épiques ni des disputes de films. Elles t'épuisent d'une façon bien plus silencieuse. Elles te laissent avec moins d'énergie qu'avant. Elles te font te sentir moins bien après les avoir vues qu'avant. Il y a quelque chose en toi qui, quand tu finis de parler avec cette personne, a besoin d'un moment pour redevenir toi. Et tu le sais depuis longtemps. Seulement tu t'es convaincu que tu exagères, que c'est ta faute, que si tu changes quelque chose, ça va sûrement s'améliorer. Mais certaines choses ne s'améliorent pas. Certaines personnes ne vont pas changer. Et le temps que tu as passé à attendre ce changement est du temps que tu ne vas pas récupérer. S'éloigner des relations qui t'épuisent n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte d'hygiène mentale. Et le stoïcisme, loin d'être une philosophie d'indifférence ou de froideur, est en réalité une philosophie de clarté. Marc Aurèle le répète dans ses méditations de différentes façons, mais toujours avec le même fond: entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te divertissent tout en te vidant. La différence entre divertir et élever est énorme, et jusqu'à ce que tu la ressentes dans ton corps, c'est difficile à décrire. Choisis bien avec qui tu passes du temps, non pas comme un calcul froid de rentabilité sociale, mais comme un acte de respect envers toi-même. Ton temps est limité, ton énergie est limitée, et chaque heure que tu passes avec quelqu'un qui te draine est une heure que tu ne passes pas avec quelqu'un qui t'apporte quelque chose, ou avec toi-même à construire quelque chose qui en vaut la peine. Remarque comment ton état mental s'améliore quand tu t'éloignes de ce qui te pèse. Ce n'est pas de la théorie, ça arrive. Quand tu réduis le temps passé avec des personnes ou des situations qui t'épuisent, l'espace qui reste ne reste pas vide. Il se remplit de clarté, d'énergie, d'envie de faire des choses qui ne te venaient pas avant. Non pas parce que ces personnes étaient mauvaises, parfois elles ne l'étaient pas, parfois elles sont simplement incompatibles avec la version de toi que tu veux être. Et c'est bien, tout le monde ne peut pas être au premier plan de ta vie. Il y a des personnes qui appartiennent à la périphérie, et les y placer n'est pas les rejeter. C'est être honnête sur la place qu'elles occupent. Deviens plus sélectif, sans culpabilité. C'est la partie la plus difficile pour la plupart. Parce qu'on nous a appris que très sélectif, c'est être arrogant. Que mettre des filtres dans ses relations, c'est être distant ou froid. Que refuser ce qui te fait du mal est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Mais ce n'est pas vrai. La sélectivité n'est pas de l'arrogance, c'est la conséquence naturelle d'avoir des critères sur la façon dont tu veux vivre. Et quand tu la pratiques sans culpabilité, tu découvres que les personnes qui veulent vraiment être dans ta vie ne s'offensent pas de tes limites. Elles les respectent. Prends soin de ton entourage, les conversations que tu entretiens, les situations dans lesquelles tu t'embarques, les environnements que tu fréquentes. Tout ça te façonne, te définit bien plus que tu ne le crois. Tu n'es pas imperméable à ton entourage. Personne ne l'est. Et la philosophie stoïcienne, qui parle tant de la force intérieure, reconnaît aussi que le sage prend soin des stimuli qu'il reçoit, parce qu'il sait que personne n'est une île. Tu es en grande partie la somme des personnes avec lesquelles tu passes du temps. Choisis en conséquence. On ne peut pas construire une vie qui en vaut la peine si on la bâtit avec des matériaux qui s'effondrent. Bien choisir son entourage est l'une des habitudes les plus puissantes. Mais il y a une autre erreur qui ruine tout, même quand tu le fais. Idéaliser les personnes que tu décides de laisser entrer. Dans le prochain chapitre, on va parler de pourquoi voir les autres tels qu'ils sont réellement, sans piédestaux ni déceptions inutiles, est la base de toute relation que tu veux vraiment voir fonctionner. Chapitre 9. Il n'idéalise personne. Il y a un moment très précis où ça se produit. Tu rencontres quelqu'un, quelque chose chez cette personne attire ton attention. Et en quelques jours, parfois en quelques heures, tu as déjà construit dans ta tête une version de cette personne qui n'a pas grand-chose à voir avec qui elle est vraiment. Tu lui as attribué des qualités qu'elle n'a pas encore démontrées. Tu lui as pardonné des incohérences que chez quelqu'un qui ne te plaît pas, tu n'aurais pas pardonné. Tu as interprété ces mots de la façon la plus favorable possible. Et tu as commencé à prendre des décisions basées sur cette version idéalisée, pas sur la réelle. Et quand la personne réelle apparaît, ce qui arrive toujours,
La déception est proportionnelle à la distance entre ce que tu as projeté et ce qu'elle est. C'est l'un des mécanismes les plus humains qui soient, mais aussi l'un des plus dangereux pour tes relations. L'autre ne peut pas rivaliser avec la version que tu as créée dans ta tête. Tu as placé cette personne sur un piédestal si haut que chaque geste réel te semblera insuffisant. La philosophie stoïcienne a une pratique concrète pour ça. Voir les choses telles qu'elles sont. Ça semble évident, non? Mais voir les choses telles qu'elles sont demande de suspendre le désir qu'elles soient comme on voudrait qu'elles soient. Ça demande de regarder sans filtre. Et ça, quand quelqu'un te plaît vraiment, est l'un des exercices les plus difficiles à faire. Marc Aurèle le pratiquait en permanence. Il s'obligeait à décrire les choses dans leurs termes les plus simples pour ne pas se laisser emporter par le glamour de l'émotion, non pas comme un exercice de cynisme, mais comme un acte de lucidité. Parce que les décisions que nous prenons depuis la lucidité sont bien plus solides que celles que nous prenons depuis l'illusion. Voir les personnes telles qu'elles sont vraiment est un cadeau. Pour elles d'abord, parce que tu les libères de devoir satisfaire une attente qu'elles n'ont jamais demandée. Et pour toi, parce que tu arrêtes de vivre dans une histoire que tu as toi-même écrite et tu commences à te relier à la réalité. Comment faire? Avec patience et observation. Non pas avec de la distance, mais avec une vraie présence, en laissant le temps faire son travail, parce que le temps est le meilleur détecteur de caractère qui existe. Les premiers jours, tout le monde peut être brillant. Avec le temps, les coutures apparaissent. Et ces coutures ne sont pas des défauts à invalider, elles sont simplement l'humanité de l'autre. Le problème de l'idéalisation, c'est que quand ces coutures apparaissent, tu les lis comme une trahison, comme si on t'avait trompé. Mais on ne t'a pas trompé. C'est toi qui t'es trompé, et ça change où tu dois mettre le travail. Évite les déceptions inutiles. Toutes les déceptions ne sont pas évitables, mais celles qui viennent d'avoir construit des châteaux de sable sur des personnes réelles, si. Et la façon de les éviter est aussi simple qu'inconfortable. Regarde clairement dès le début. Ne sois pas cynique, sois honnête. Prends des décisions plus rationnelles. Non pas des décisions froides ou calculatrices, mais des décisions qui tiennent compte de ce que la personne a démontré être, pas de ce que tu aimerais qu'elle soit. Cette différence, avec le temps, t'économise une quantité énorme d'énergie émotionnelle. Et il y a quelque chose de plus qui se passe quand tu arrêtes d'idéaliser. Tu commences à choisir avec plus de précision. Parce que tu ne tombes plus amoureux de ce que tu projettes, tu tombes amoureux de ce que tu vois. Et ce que tu vois, quand c'est réel, peut grandir vraiment. Le piédestal est toujours plus haut que l'être humain que tu y as mis. Tu n'idéalises plus, tu vois clair, tu as du discernement. Et tout ça mène à quelque chose qui est au cœur de tout ce dont on a parlé, l'habitude qui englobe toutes les autres et qui, quand tu la pratiques vraiment, change ta façon de te relier au monde entier. Le dernier chapitre est le plus important de tous. Chapitre 10, il se choisit lui-même en premier. On arrive à la fin et on le fait avec l'habitude qui soutient toutes les autres. Celle qui, si elle est absente, fait s'effondrer tout le reste. Se choisir soi-même, ça sonne bien. Ça ressemble à une phrase qu'on met sur Instagram avec un joli fond. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose de bien plus concret, bien plus difficile, et en même temps bien plus transformateur. Te choisir toi-même veut dire que ta paix intérieure n'est pas à vendre, ni pour une relation, ni pour ne pas te retrouver seul, ni par peur de ce qu'on dira si tu dis non, ni par l'inconfort de décevoir quelqu'un. Ce n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est prendre sans donner. Te choisir toi-même, c'est savoir depuis quel endroit tu donnes. Parce que celui qui se donne sans rien garder pour lui finit vide. Et depuis le vide, tu ne peux rien construire de réel avec personne. La philosophie stoïcienne a un concept appelé hégémonikon, la partie directrice de l'âme, le noyau depuis lequel tu prends tes décisions. Et les stoïciens disaient que ce noyau doit être protégé, non pas muré, non pas fermé au monde, mais solide, clair, aligné avec tes valeurs. Quand ce noyau est intact, tu prends de meilleures décisions. Quand ce noyau est compromis, quand tu l'as cédé morceau par morceau pour plaire, pour ne pas perdre quelqu'un, pour éviter les conflits, pour faire bonne impression, tu finis par ne plus savoir très bien qui tu es, ni ce que tu veux. Priorise ta paix intérieure sur toute relation. Ça ne veut pas dire que les relations ne comptent pas. Ça veut dire qu'une relation qui demande que tu sacrifies ta paix intérieure en permanence n'est pas une relation qui t'apporte, c'est une relation qui t'enlève. Et c'est particulièrement difficile quand la personne en question compte pour toi,
quand il y a de vrais sentiments, quand tu as peur que si tu poses cette limite, elle s'en aille. Mais la peur de perdre quelqu'un ne peut pas être la raison pour laquelle tu te perds toi-même. Parce qu'au final, si tu te perds toi-même, il n'y a plus personne là pour être dans cette relation. Ne négocie pas tes valeurs pour plaire. Et là, il faut être très honnête, parce que c'est le point où on cède le plus sans s'en rendre compte. Les valeurs ne se négocient pas avec un grand geste dramatique. Elles se négocient dans de petites concessions quotidiennes. Dans le « bon, cette fois je le laisse passer ». Dans le « je ne veux pas en faire un problème ». Dans le « on en parlera quand le moment sera venu ». Et le moment n'arrive jamais, et les concessions s'accumulent. Et un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus exactement ce que tu es devenu. Respecte-toi, même quand tu perds quelqu'un. C'est le plus difficile, parce que perdre quelqu'un fait mal, et quand quelque chose fait mal, l'instinct est de chercher à ce que ça s'arrête le plus vite possible. Parfois, ça veut dire céder. Parfois, ça veut dire appeler quand tu t'avais dit que tu n'allais pas appeler. Parfois, ça veut dire recommencer une dynamique que tu savais déjà qui ne fonctionnait pas. Mais le respect de soi n'est pas quelque chose qu'on met en pause quand ça fait mal. C'est précisément dans les moments douloureux qu'on en a le plus besoin. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on définit si on se possède vraiment, ou si on ne se possède que quand c'est facile. Attire sans courir après, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Cette phrase résume tout ce qu'on a parcouru dans ces 10 chapitres. Ce n'est pas un slogan, c'est la conséquence naturelle de tout ce qui précède. Quand tu as une vie propre, quand tu te montres tel que tu es, quand tu ne rivalises pas pour l'attention, quand tu prends soin de ton énergie, quand tu n'idéalises pas, quand tu sais lâcher, tu n'as plus besoin de courir après. L'attraction ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de ce que tu es. Et ce que tu es, quand tu es aligné avec toi-même, quand tu ne t'es pas cédé en morceaux contre de l'approbation, c'est suffisant. Plus que suffisant. L'homme qui se choisit lui-même en premier n'est pas un homme qui n'aime personne. C'est un homme qui peut vraiment aimer parce qu'il s'est d'abord vraiment aimé lui-même. Et depuis cet endroit, depuis cette solidité, il peut donner sans se vider, s'engager sans se perdre, aimer sans peur. La philosophie stoïcienne ne parle pas de froideur émotionnelle, elle parle de force émotionnelle. Et la force émotionnelle ne vient pas du fait de ne pas ressentir. Elle vient de savoir quoi faire avec ce qu'on ressent, de ne pas laisser la peur décider à ta place, de ne pas laisser le besoin d'approbation te définir. L'homme qui se choisit lui-même, en premier, est l'homme le plus libre qui soit. Et cette liberté, paradoxalement, est ce qui fait que les autres veulent être près de lui, non pas parce qu'ils le courent après, mais parce que naturellement ils veulent s'en rapprocher. Celui qui se trouve lui-même en premier n'a pas besoin de chercher chez l'autre ce qui lui manque. Voilà, 10 chapitres, 10 habitudes, une seule idée qui les traverse tous. L'homme qui ne court après personne ne le fait pas parce qu'il est froid, ni parce qu'il ne ressent rien, ni parce qu'il a appris une technique de séduction tirée d'un livre. Il le fait parce qu'il a construit quelque chose de si solide en lui qu'il n'a plus besoin de chercher à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Et cet homme, celui qui ne court pas, celui qui ne supplie pas, celui qui part quand on ne le valorise pas et qui se choisit lui-même sans s'en excuser, cet homme n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour qu'on le cherche. On le cherche déjà. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Cours-moi et tu attireras davantage ». Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Je t'en remercie sincèrement. À bientôt.